Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un cas qui a secoué la ville de Toronto au cours de l'année 2020 et 1. Il s'agit d'une histoire aux multiples rebondissements qui met en lumière la façon dont la confiance peut être trahie par ceux qui arborent un masque de générosité et de bienveillance. Dans cette affaire, un philanthrope apparemment irréprochable s'est révélé être l'auteur de crimes inqualifiables, ciblant de jeunes filles vulnérables afin d'exploiter leur fragilité et d'extorquer leur famille. Avant de vous plonger dans ce récit qui allie suspense et drame humain, je vous remercie d'avance pour votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime si vous appréciez ce que je fais. À l'époque, Toronto était en pleine effervescence. Nous étions en janvier 2021, un moment de l'année où le froid mordant de l'hiver n'empêchait pas la ville de s'animer à l'approche d'une grande réception caritative. Des organisateurs de renom avaient monté un événement visant à récolter des fonds pour soutenir de jeunes talents issus de milieux défavorisés. Dans une métropole comme Toronto, où la diversité et la solidarité sont souvent mises en avant, ce genre de gala avait tout pour réussir. Des donateurs fortunés venaient y faire étalage de leur générosité, et la presse locale couvrait chaque détail de l'organisation. Au cœur de cette scène très médiatisée, on trouvait un homme qui semblait incarner à la perfection l'idée que la réussite peut être mise au service des plus démunis, Jonathan Dawson. Il était âgé de 52 ans et jouissait d'une réputation solide. Grand, porteur d'une barbe soigneusement entretenue, il dégageait une assurance naturelle qui le distinguait dans la foule. Toujours souriant, il n'hésitait jamais à poser avec ceux qui l'approchaient et à donner des interviews pour rappeler l'importance de la philanthropie dans notre société. Beaucoup de personnes le considéraient comme un héros local, malgré le fait qu'il n'était pas natif de Toronto. D'après les rares confessions qu'il faisait à la presse, il disait avoir fait fortune dans l'immobilier, investissant dans des complexes résidentiels dans plusieurs provinces canadiennes. Son succès financier lui avait permis d'ouvrir une fondation au nom apparemment altruiste, laquelle octroyait des bourses d'études à des adolescents talentueux. L'objectif affiché consistait à permettre à ces jeunes de s'épanouir dans leur discipline de prédilection, qu'il s'agisse d'art ou de sport. Dans le cadre de sa fondation, Jonathan prenait plaisir à s'entourer de bénévoles, de collaborateurs et de personnalités publiques, si bien que personne n'avait le moindre soupçon sur sa véritable nature. À l'hiver 2021, la grande réception caritative s'annonçait encore plus ambitieuse que les années précédentes. Des entreprises locales offraient des dons substantiels et plusieurs mécènes de renom désiraient s'associer au projet. Parmi ces mécènes, on trouvait aussi un autre homme considéré comme un grand généreux personnage, Liam Rogers. Lui non plus n'était pas un inconnu dans le milieu de la charité et se présentait comme un investisseur intéressé par tout projet qui permette de revaloriser l'enfance et la jeunesse. La presse consacrait de nombreux articles à ces deux grandes figures de la générosité, Jonathan et Liam, en soulignant que grâce à eux, de nombreuses familles en difficulté trouvaient une lueur d'espoir. Mais derrière les flashs des appareils photos et les discours éloquents, les intentions réelles de ces deux individus étaient bien différentes. Dans le sillage de cette aura philanthropique, certaines adolescentes étaient approchées de façon beaucoup plus personnelle. Parmi elles, Emily Carter, 15 ans, et Jessica Moore, 14 ans. Toutes deux étaient passionnées par le sport, les arts et rêvaient d'avoir un futur radieux. Emily avait grandi dans un foyer où l'argent se faisait rare. Elle était de nature timide et discrète. Ses longs cheveux bruns retombaient souvent devant son visage, et on la voyait rarement sans un livre à la main. Les enseignants qui la côtoyaient disaient qu'elle avait un potentiel incroyable, en particulier en littérature. Elle aspirait à écrire des récits, peut-être même à devenir journaliste.
Jessica, elle, était toute son opposé, sociable, spontanée et pleine d'énergie. Son style vestimentaire se remarquait aisément grâce à des touches fluorescentes et sa coupe de cheveux, très courte, la rendait reconnaissable au premier coup d'œil. Passionnée de basket-ball, elle consacrait tout son temps libre à l'entraînement, dans l'espoir de décrocher un jour une bourse sportive dans l'une des grandes écoles privées. Contrairement à Emily, Jessica avait grandi dans un foyer qui, sans être aisé, n'était pas non plus totalement dépourvu de ressources. Cependant, l'atmosphère familiale s'était dégradée à la suite de conflits entre ses parents. Il y régnait de vives tensions, et la jeune fille cherchait à tout prix un échappatoire ou une opportunité de se concentrer sur son sport. Lorsqu'elle avait entendu parler de la fondation de Jonathan Dawson, qui soutenait de jeunes athlètes, elle n'avait pas hésité à postuler pour obtenir une bourse. Emily, de son côté, avait participé à un concours de rédaction littéraire, parrainé par la même fondation. Pour toutes les deux, recevoir un soutien financier d'un mécène comme Jonathan représentait une chance rêvée. Le gala de charité eut lieu le 10 janvier 2021 dans un hôtel prestigieux de Toronto. Les salles de réception étaient décorées de guirlandes scintillantes et une moquette épaisse étouffait les échos d'une foule nombreuse. Les plateaux de hors-d'œuvre circulaient en abondance. Dans cette ambiance feutrée, Emily et Jessica, invitées spéciales, discutaient timidement avec d'autres adolescents. Au fil de la soirée, plusieurs discours s'enchaînèrent, mettant en avant le rôle déterminant de la jeunesse dans la société. Jonathan monta sur scène avec son habituel air de bienfaiteur. Il prit la parole pour remercier ses partenaires et promit des aides encore plus généreuses à l'avenir. Il invita même certaines familles à venir le rencontrer en privé. Nombre de participants furent impressionnés par son enthousiasme et son apparente bonté. Ce soir-là, Emily se sentit particulièrement mise en confiance lorsque Jonathan l'approcha pour lui dire qu'il avait été séduit par ses qualités de rédactrice. Quant à Jessica, elle trouva en lui un interlocuteur compatissant qui semblait comprendre combien il était crucial pour elle de pratiquer son sport dans les meilleures conditions. Dans les jours qui suivirent, Jonathan fit savoir aux parents d'Emily et de Jessica qu'il souhaitait s'entretenir avec eux pour discuter de programmes de mentorat plus approfondis. Il souligna que ces programmes, totalement gratuits, se dérouleraient dans le cadre de la Fondation. Ils incluraient des séminaires, des ateliers et peut-être même un séjour dans une maison de campagne appartenant à la Fondation, dans les environs boisés à l'extérieur de la ville. Devant ce discours apparemment sincère, la mère d'Emily et les parents de Jessica crurent qu'il s'agissait d'une proposition inespérée. Après tout, Jonathan n'était-il pas un homme généreux? N'avait-il pas déjà aidé d'autres étudiants au parcours similaire? Ils acceptèrent donc sans trop d'hésitation. Dans l'enthousiasme, personne ne remarqua que Jonathan comptait organiser ses séjours de façon très sélective, en invitant les filles par petits groupes de 2 ou 3 à la fois, loin des regards. Pourtant, certaines rumeurs commençaient déjà à poindre dans les coulisses. Il y avait eu, quelques mois plus tôt, des murmures concernant la disparition momentanée d'une autre jeune fille qui s'était rendue dans l'une des résidences de la Fondation. Elle était revenue au bout de quelques jours, mais depuis ce temps-là, sa famille semblait en proie à la peur et gardait le silence sur ce qu'il s'était réellement passé. Les proches qui s'étaient inquiétés n'avaient rien pu prouver et personne ne voulait salir la réputation de la Fondation de Jonathan. Après tout, pour tous ceux qui regardaient l'affaire de loin, la charité avait tout d'authentique et de respectable. Lorsqu'Emily et Jessica furent conviées ensemble à un séjour prévu pour le 23 janvier 2021, elles pensèrent que c'était l'occasion parfaite pour faire plus ample connaissance, se divertir et peut-être bénéficier d'un encadrement propice à leur épanouissement. Le départ se fit en minibus depuis Toronto, en présence d'un chauffeur anonyme affrété par la Fondation, ainsi que de quelques adultes non identifiés qui se présentaient comme des animateurs spécialisés.
Les filles notèrent qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres participants. Elles n'étaient qu'un petit groupe de 3 adolescentes en tout. La troisième jeune fille semblait plus âgée, mais elle gardait le visage fermé et paraissait assez craintive. Dès le trajet, Emily et Jessica éprouvèrent un léger malaise, même si elles n'en parlèrent pas immédiatement. Les adultes présents dans le véhicule n'étaient pas particulièrement chaleureux, et l'ambiance se révéla étrangement oppressante. Néanmoins, la perspective d'atteindre un grand domaine dans la forêt, avec un emploi du temps, soi-disant rempli d'activités artistiques et sportives, les incita à garder espoir. À leur arrivée, elles découvrirent un vaste terrain entouré de pins enneigés. Au centre, un chalet imposant, construit en rondins de bois, se détachait sur le paysage immaculé. Jonathan ne s'y trouvait pas à ce moment, soi-disant retenu par d'autres obligations professionnelles. Toutefois, selon les animateurs, il comptait passer les voir plus tard dans la semaine. Les chambres attribuées à Emily et Jessica étaient confortables, bien chauffées, et donnaient naissance même sur un lac gelé. Pendant 2 jours, tout se déroula plutôt normalement. Elles eurent droit à quelques séances de formation pour gérer le stress, de la gymnastique matinale et des discussions de groupe sur leurs objectifs de vie. Cependant, quelque chose clochait. Elles n'étaient pas autorisées à sortir du chalet sans la compagnie d'un adulte, sous prétexte qu'il serait dangereux de s'aventurer seules dans cette région boisée en plein hiver. Les téléphones furent rapidement confisqués pour favoriser la déconnexion totale. Peu à peu, les 2 amies comprirent qu'on leur refusait toute liberté. Le 3e jour, lorsqu'Émilie demanda si elle pouvait appeler sa mère, on lui rétorqua que tout contact serait dorénavant contrôlé et restreint afin de préserver la qualité du programme. C'est à ce moment-là que les intentions réelles de Jonathan commencèrent à se révéler. Même s'il n'apparaissait pas en personne, des individus anonymes, probablement sous ses ordres, se mirent à exercer une pression psychologique sur les filles. Ils insistaient sur les sacrifices que la Fondation faisait pour elles. Ils leur rappelaient qu'elles avaient la responsabilité d'être reconnaissantes et dociles. Une nuit, Jessica surprit une conversation entre 2 de ces adultes où le nom de Jonathan Dawson fut prononcé avec un ton de profond respect. Cette conversation évoquait la possibilité de réclamer une somme d'argent aux familles pour couvrir de prétendus frais de scolarité supplémentaires. Jessica, inquiète, réussit à glisser quelques mots à Emily. Il fallait s'évader ou au moins prévenir leurs proches de ce qui se tramait. Pendant ce temps, à Toronto, la mère d'Emily souhaitait prendre des nouvelles de sa fille. Les premiers jours, elle avait reçu de brèves informations, soi-disant provenant des animateurs, assurant que tout allait pour le mieux. Néanmoins, l'intuition maternelle la poussait à avoir des doutes. Elle tenta d'obtenir l'adresse précise du chalet ou un numéro de contact fiable, mais les réponses restaient évasives. Du côté de Jessica, ses parents vivaient une période houleuse, et il se pourrait qu'ils n'aient pas immédiatement remarqué son silence prolongé. De fait, il se passa presque 1 semaine avant que la mère d'Emily ne décide d'alerter une connaissance, un voisin qui avait des liens dans la police locale, afin de partager ses craintes. Ce voisin, inquiet devant son témoignage, l'encouragea à contacter les autorités pour signaler une disparition potentielle. Hélas, sans plus d'éléments, le signalement resta assez vague. La situation dans le chalet, quant à elle, se dégrada. Emily et Jessica furent confrontées à des menaces voilées et même à des allusions à des répercussions physiques si elles tentaient de s'enfuir. Au fil des jours, elles comprirent qu'elles n'étaient pas les premières dans ce piège. Elles surprirent des bribes de conversation où il était question d'autres jeunes filles passées par là. Certaines avaient disparu quelques jours, puis étaient réapparues sans jamais rien révéler. On leur fit comprendre que leur famille risquait beaucoup
si elle se montrait rebelle. Sous cette terreur latente, elles essayèrent de concevoir un plan. Jessica, plus impulsive et plus courageuse, croyait qu'il fallait profiter d'un moment de relâche dans la surveillance pour s'éclipser. Emily, plus réfléchie, craignait pour la sécurité de sa mère, mais elle se laissa convaincre par la détermination de son amie. Le déclic se produisit le 30 janvier 2021 au soir. Un important blizzard s'abattit sur la région, rendant les routes presque impraticables. Les quelques adultes chargés de les surveiller semblaient se nerveux. Ils passaient des appels téléphoniques à la hâte, probablement pour faire des comptes rendus. Profitant de ce désordre, Emily et Jessica prirent la fuite en pleine nuit, s'emmitouflant à la hâte dans des manteaux trop grands pour elles. L'air glacial leur mordait le visage, mais elles savaient qu'elles n'auraient sans doute pas d'autre occasion d'échapper à cette emprise. Elles coururent à travers les bois enneigés, tombant à plusieurs reprises, se relevant aussitôt avec une détermination alimentée par l'adrénaline. Elles ne savaient non pas dans quelle direction aller, ni comment atteindre la ville la plus proche, mais s'enfoncer toujours plus loin dans la nuit leur paraissait le seul moyen de s'extirper de leur cauchemar. Pendant de longues heures, elles errèrent dans la forêt, luttant contre la fatigue et l'angoisse d'être rattrapées. À l'aube, exténuées, elles repérèrent enfin un chemin déneigé, signe qu'une route secondaire n'était peut-être pas loin. La chance leur sourit lorsqu'elles croisèrent un groupe de randonneurs équipés de motoneige. L'un d'eux fut bouleversé de découvrir deux adolescentes transies de froid et en pleurs. Il leur offrit aussitôt des couvertures et contacta la police locale à l'aide d'un téléphone satellite. Ainsi, le 31 janvier 2021, Emily et Jessica se retrouvèrent dans un petit poste de gendarmerie, racontant entre deux sanglots ce dont elles venaient d'être témoins. La suite des événements se déroula très vite, dans le tumulte d'une enquête criminelle de grande envergure. La détective principale chargée du dossier fut alertée dès que le témoignage des jeunes filles parvint au commissariat central de Toronto. Cette enquêtrice, dotée d'une solide réputation pour son travail rigoureux dans des affaires de disparition, se rendit immédiatement dans le petit poste afin de rencontrer Emily et Jessica. Bouleversées, les adolescentes lui livrèrent un récit confus, mais terriblement alarmant. Elles expliquèrent que Jonathan Dawson, réputé philanthrope, dirigeait en sous-main une organisation qui attirait de jeunes filles vulnérables pour les séquestrer, les soumettre à un chantage et exiger de leur famille des sommes d'argent considérables. Tout d'abord, l'enquêtrice crut à un possible malentendu, tant Jonathan jouissait d'une image publique impeccable. Pour elle, l'hypothèse d'une imposture, d'une manœuvre de la part d'individus tentant d'usurper l'identité de Jonathan, devait également être envisagée. Mais plus elle recueillait d'informations, plus elle comprenait que les indices incriminaient directement l'homme d'affaires lui-même et son entourage proche. Rapidement, le dossier prit une tournure explosive. Le 2 février 2021, une équipe de police spécialisée en criminologie se rendit dans le chalet isolé. Malheureusement, la bâtisse était déjà vide, nettoyée de toute présence. Les enquêteurs trouvèrent malgré tout des documents compromettants, des restes de lettres déchirées, des factures d'achat de matériel médical douteux et la trace de transactions récurrentes réalisées sur des comptes liés à la fondation de Jonathan. Le soupçon devint certitude. Quelque chose de sordide était à l'œuvre dans ces lieux. Parallèlement, l'enquêtrice et son équipe recueillirent les témoignages d'autres familles qui, jusque-là, s'étaient tues par peur de représailles. On apprit que, plusieurs mois auparavant, des parents avaient été contactés par téléphone après l'envoi de leur fille dans l'une des résidences de la Fondation. Le correspondant les menaçait de ne pas alerter la police, tout en réclamant des sommes colossales pour couvrir de prétendues dépenses urgentes. Dans certains cas, les parents avaient payé,
effrayés à l'idée de perdre leur enfant ou de lui causer du tort. Dans d'autres, plus rares, il semblerait qu'on ait laissé partir la jeune fille, mais qu'on lui ait imposé le silence. Les enquêteurs découvrirent également qu'un complice de choix se cachait derrière cette opération, l'éminent Liam Rogers, souvent mis en avant aux côtés de Jonathan lors d'événements caritatifs. Les preuves établissaient qu'il aidait à couvrir les dettes que la Fondation accumulait en blanchissant des sommes d'origine douteuse. Il entretenait un réseau de contacts internationaux et avait aidé Jonathan à trouver des propriétés isolées pour entreposer leurs invités forcés. Le 5 février 2021, un mandat d'arrêt fut délivré contre Jonathan et Liam. À la même période, Jonathan donna une interview à un média local pour clamer son innocence et accuser quiconque remettait en cause son intégrité de salir la noble cause de la charité. Cette parade médiatique fonctionna quelques heures, au moins auprès de son public fidèle, jusqu'à ce que la détective principale annonce officiellement que de multiples preuves l'impliquaient dans des faits de séquestration et d'extorsion. La ville de Toronto fut sous le choc. Comment un homme si respecté, un pilier de la philanthropie, pouvait-il être accusé d'actes aussi graves? Les médias se mirent à scruter chaque recoin de sa vie, à interviewer ses anciens partenaires d'affaires, à enquêter sur ses investissements immobiliers. De même, l'ampleur de l'implication de Liam dans ces crimes stupéfia l'opinion publique, car il était également vu comme un généreux donateur. Des familles, des entreprises et des responsables d'associations caritatives témoignèrent de leur incompréhension. Entre-temps, Jonathan tenta de se soustraire à la justice. Le 8 février 2021, un signalement avertit la police qu'il aurait quitté son domicile pour prendre un vol international depuis l'aéroport Pearson de Toronto. Aussitôt, la détective et son équipe se rendirent sur place, déclenchant une opération d'arrestation en collaboration avec la sécurité aéroportuaire. Cette fois, la presse fut là pour immortaliser les clichés d'un homme autrefois adulé, menotté, le visage fermé, tandis qu'il était escorté par les forces de l'ordre. Liam, quant à lui, fut arrêté le lendemain alors qu'il tentait de vider certains comptes bancaires. Il errait dans le bâtiment de l'une de ces sociétés écrans lorsqu'un groupe d'officiers fit irruption pour l'arrêter. L'image d'un philanthrope devenu fuyard, associée à celle de son complice démasqué, sema un émoi considérable dans la population. Dès leur mise en garde à vue, Jonathan et Liam nièrent catégoriquement les accusations. Ils réaffirmèrent leur rôle de philanthrope incompris, victimes d'un immense complot mené par des adversaires jaloux de leur réussite. Pourtant, l'enquêtrice disposait de preuves tangibles, extraits de messages, témoignages de victimes, transactions bancaires suspectes, enregistrements vidéo de certains entretiens menaçants. Des psychologues spécialisés dans l'audition de mineurs recueillirent avec tact les récits d'Emily et Jessica, dont le témoignage précis et concordant bouleversa jusqu'aux agents les plus aguerris. Les analyses numériques, quant à elles, révélèrent que de faux contrats de séjour avaient été établis pour donner une apparence de légitimité à ces séjours en chalet. Pire encore, les ordinateurs saisis dans le bureau personnel de Jonathan montraient la liste complète des jeunes filles ciblées, assorties d'évaluations de fiabilité de leur famille. Il était noté, par exemple, si les parents disposaient d'économies, s'ils étaient aisément manipulables ou s'ils risquaient de parler à la police. L'avalanche d'éléments à charge ne laissait guère place au doute. Le procès s'annonçait donc d'une ampleur considérable et les médias canadiens se mobilisèrent pour en couvrir le moindre rebondissement. Des spécialistes du droit pénal firent valoir qu'il s'agissait là d'une affaire exemplaire pour clarifier la définition de l'enlèvement et de la séquestration dans un contexte d'arnaque au faux séjour éducatif. Les procureurs travaillèrent tirés d'arrache-pied pour rassembler chaque pièce du puzzle,
cherchant à garantir que Jonathan et Liam soient poursuivis pour chacun des crimes commis. Le chef d'inculpation principal était l'enlèvement de mineurs. S'y ajoutaient l'extorsion, la fraude, l'exploitation d'enfants à des fins lucratives et, potentiellement, la traite de personnes. En mars 2021, le tribunal accepta d'ouvrir l'instruction officielle et le procès fut programmé pour l'automne de la même année. En attendant, Jonathan et Liam restaient en détention, jugeant trop risqué de les libérer sous caution, compte tenu de leur aisance financière et du risque de fuite. Durant cette phase préparatoire, l'enquêtrice et son équipe poursuivirent leurs recherches pour retrouver d'autres victimes. Elles se révélèrent plus nombreuses qu'on ne l'imaginait. Plusieurs adolescentes ou jeunes femmes, parfois âgées de 17 ou 18 ans, s'étaient tues pendant des mois, voire des années, craignant pour leur sécurité ou celle de leur famille. Rassemblées par les services sociaux, elles partagèrent leurs histoires et identifièrent des individus ayant joué un rôle dans leur séquestration. Beaucoup de ces témoins confirmèrent avoir été victimes d'un engrenage psychologique. Jonathan mettait en avant son statut d'homme d'affaires, respectable pour accroître la confiance. Puis, il exploitait la vulnérabilité de ses filles pour réclamer de l'argent à leurs proches. Alors même que l'opinion publique canadienne prenait la mesure de l'horreur, la préparation du procès révéla l'implication d'un réseau plus vaste. Des documents comptables prouvaient que Liam Rogers finançait partiellement ce système par le biais de sa propre pseudo-fondation, tout aussi factice, laquelle collectait des fonds en se vantant d'aider de prétendus jeunes prodiges. Les enquêteurs s'aperçurent que ce n'était pas la première fois que Jonathan et Liam collaboraient. Ils avaient participé ensemble à d'autres œuvres caritatives, remontant à quelques années auparavant, toujours dans le même schéma de sélection de jeunes talents prometteurs. Le tout se déroulait dans l'enthousiasme général, car aucune des victimes n'avait jamais osé parler ouvertement. Enfin, arriva l'automne 2021. Le procès débuta le 1er octobre dans une atmosphère surchauffée, la salle d'audience étant envahie par une foule de journalistes, de militants associatifs et de simples citoyens outrés. Les procureurs présentèrent un dossier d'accusation imposant, constitué de centaines de pièces à conviction et de témoignages poignants. Les avocats de la défense de Jonathan et de Liam tentèrent de minimiser la gravité des faits, arguant que les deux hommes avaient pu être trompés par des sous-traitants malveillants, ou que le récit des victimes reposait sur des exagérations. Mais la solidité des preuves, étayée par une solide analyse financière et plusieurs expertises psychiatriques, rendit rapidement ces arguments peu crédibles. Lors d'une comparution au tribunal, Emily Carter, accompagnée de psychologues et de représentants légaux, raconta en détail son calvaire. Elle expliqua comment sa joie d'être soutenue par un philanthrope s'était transformée en cauchemar, décrivant l'angoisse de la séquestration, la confusion ressentie, la peur pour sa mère. Son témoignage fut si poignant que de nombreuses personnes présentes eurent du mal à retenir leurs larmes. Jessica Moore, de son côté, apparut avec la détermination qui la caractérisait depuis toujours. Elle insista sur la tromperie initiale. On lui avait promis un entraînement sportif de haut niveau et la possibilité d'acquérir une visibilité auprès de recruteurs. Au lieu de ça, elle s'était retrouvée privée de liberté, surveillée par des adultes qu'elle ne connaissait pas, en proie à des pressions mentales et menaces répétées. Ses propos, tout comme ceux d'Emily, étaient renforcés par des preuves matérielles, des SMS envoyés avant qu'on lui confisque son téléphone, des mails échangés avec sa mère où elle exprimait un sentiment de malaise, les traces de paiements suspects réalisés par la fondation de Jonathan pour louer les chalets isolés. Les avocats des deux accusés tentèrent à plusieurs reprises de discréditer la parole de ces jeunes filles, insinuant qu'elles exagéraient ou qu'elles avaient été manipulées par un entourage hostile à la fondation. Cependant,
chaque allégation mensongère fut contredite par les multiples éléments du dossier. L'émotion soulevée par l'affaire et la réputation ternie de Jonathan et Liam rendaient la défense extrêmement complexe. Au cours de ce procès, un moment charnière se produisit lorsque des experts en cybersécurité présentèrent une série de mails échangés entre Jonathan et Liam, prouvant sans équivoque leur intention criminelle. On y lisait clairement des stratégies pour sélectionner les cibles en fonction de la vulnérabilité financière ou émotionnelle de leur famille, pour fixer des montants à extorquer et même pour réprimer celles qui résistaient. Cette découverte coupa court à toute ligne de défense qui évoquait une quelconque confusion ou une erreur de bonne foi. L'opinion publique bascula définitivement. On ne parlait plus de l'homme philanthrope, mais du prédateur qui avait sciemment abusé de la générosité apparente pour commettre l'inacceptable. Le procès dura plusieurs semaines, tant l'ampleur de l'affaire exigeait un examen minutieux de chaque élément et l'audition d'un nombre important de témoins. Le juge, conscient de la gravité des faits, veilla à ce que les audiences se déroulent sans débordement, malgré la tension palpable dans la salle. Des experts en psychotraumatologie exposèrent comment la manipulation et les menaces répétées pouvaient paralyser des mineurs, les empêchant de s'exprimer ou de s'échapper plus tôt. Les procureurs démontrèrent point par point la structure hiérarchisée du réseau mis en place par Jonathan et Liam, précisant que les deux hommes recrutaient des complices et recouraient à la menace pour garder le secret. Le verdict tomba finalement le 25 octobre 2021. Le jury, après délibération, déclara Jonathan Dawson et Liam Rogers coupables d'enlèvement, de séquestration, d'extorsion, d'exploitation de mineurs et de traite de personnes. L'énoncé du jugement souligna l'extrême gravité de leurs actes et l'abus de confiance dont ils s'étaient rendus coupables en se faisant passer pour des bienfaiteurs. La condamnation fut ferme. Plusieurs décennies de prison pour chacun, assorties de lourdes amendes et d'une interdiction définitive d'exercer toute activité en lien avec la gestion ou la promotion de projets destinés aux jeunes. Le tribunal souligna également l'indemnisation des victimes et leur droit à un accompagnement médico-psychologique pour surmonter les traumatismes subis. Au sortir de ce procès, la stupeur laissa progressivement place à un profond sentiment de soulagement. Les familles qui s'étaient tues sortirent de l'ombre, racontant comment elles avaient été piégées par la promesse d'un soutien financier et d'une meilleure éducation pour leurs enfants. Les associations de protection de l'enfance et divers groupes civiques réagirent en lançant de nouvelles campagnes de sensibilisation, rappelant qu'il est essentiel de vérifier la légitimité des organismes qui proposent des séjours ou des bourses aux mineurs. Le gouvernement régional de Toronto, de même, entreprit une réforme dans le contrôle et la supervision des fondations caritatives, afin de s'assurer que les individus occupant des postes de responsabilité fassent l'objet d'une vérification approfondie. Les conséquences de cette affaire furent lourdes pour tous les acteurs impliqués. Du côté des anciennes victimes, le chemin vers la reconstruction psychologique s'avérait long. Plusieurs d'entre elles acceptèrent de témoigner dans les médias pour décrire les mécanismes de l'emprise qu'elles avaient subis, espérant ainsi libérer la parole d'autres mineurs. Dans la communauté, on se mit à questionner la notion de confiance envers les bienfaiteurs, et les Canadiens se montrèrent plus prudents devant toute opération caritative, insistant pour vérifier l'authenticité des associations avant de verser un don ou d'envoyer leurs enfants en camp d'entraînement. Pour la fondation de Jonathan, un administrateur provisoire fut nommé afin de gérer la dissolution de l'organisme et le reclassement de ses activités légitimes sous la tutelle d'autres structures honnêtes. Liam Rogers, autrefois glorifié pour ses actions généreuses, perdit toute crédibilité. Ses avoirs furent saisis, ses entreprises perquisitionnées. Il laissa derrière lui un champ de ruines financières et morales. Emily Carter et Jessica Moore, pour leur part,
reprirent peu à peu le cours d'une vie plus normale, soutenus par une équipe de professionnels et encouragés par leurs proches. Leur courage fut salué non seulement par la police, mais aussi par de nombreux citoyens, qui virent en elles les symboles d'une jeunesse qui ne plie pas sous l'intimidation. Emily s'engagea dans un club de journalisme scolaire, déterminée à écrire sur la vérité et la justice. Jessica, après un temps d'hésitation, retrouva sa passion pour le basket-ball et travailla d'arrache-pied pour intégrer l'équipe de son lycée. Elles demeurèrent amies proches, liées par l'expérience traumatisante qu'elles avaient traversée ensemble. On raconta que Jessica, un jour, lui aurait confié qu'elle n'aurait pas eu la force de supporter tout cela si elle avait été seule, tandis qu'Emily répondit que la ténacité de son amie lui avait donné la volonté de persévérer. Ce dossier résonna longtemps dans l'actualité. Les médias canadiens et internationaux en discutèrent comme d'un cas exemplaire, rappelant à chacun les risques de mettre sa confiance entre les mains d'un individu qui sait manipuler les apparences. Certains journalistes qualifièrent cette histoire de « scandale philanthropique du siècle ». Des universitaires reprirent également l'affaire comme objet d'étude, pointant du doigt la facilité avec laquelle Jonathan avait su donner le change, utilisant des artifices légaux pour bâtir une fausse image de mécène. L'enquêtrice principale, devenue une figure de proue pour la police de Toronto, continua de lutter contre les réseaux de trafic d'êtres humains et reçut des distinctions pour son travail inlassable. L'opinion publique, quant à elle, demeura marquée par cette trahison qui remettait en cause la notion même de confiance envers ceux qui se présentent comme des sauveurs. De mon côté, je suis profondément touchée par le courage d'Emily et de Jessica, et je reste admirative de la ténacité avec laquelle les enquêteurs ont démantelé cet abominable réseau. Malgré la douleur et la peur que tant de familles ont endurées, je crois qu'il est primordial de souligner la force de la solidarité qui s'est manifestée dans cette affaire. Merci à vous qui avez suivi cette histoire jusqu'à la fin. Je vous suis reconnaissante d'avoir prêté attention aux détails de ce dossier, car c'est en s'informant et en restant vigilants que nous pouvons lutter contre de tels abus. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ce récit vous aura permis de mieux comprendre les enjeux d'un tel crime et l'importance de la vigilance dans nos sociétés. Je vous invite à rester sur la chaîne pour d'autres récits qui vous permettront de découvrir d'autres facettes de l'investigation criminelle. Je suis persuadée que le savoir et la compréhension de ces affaires peuvent nous aider à bâtir un monde plus sûr et plus juste. Encore merci et à très bientôt pour de nouvelles histoires tout aussi captivantes.